sa mère un remède pour son talon. Ici Michel Mongeau. L'histoire que je vous invite à partager est celle d'un géant, Ovila Légaré, un des artistes québécois les plus complets de son temps. La taille haute, le coffre solide, la voix grave, l'homme avait une nature de héros populaire. Dessinateur, folkloriste, acteur, scénariste, dramaturge et un formidable conteur. À sa mort en 1978, les artistes et le grand public ont pleuré un titan du spectacle. Ovila Légaré, c'est le César de Marcel Pagnol, le curé du village de Robert Choquette, le premier Jérémy Martin de Françoise Loranger, le père Didas de Germaine Guévremont, le créateur de Nazaire et Barnabé et de Zézette. Mais c'est aussi le père Bouchon des belles veillées canadiennes. Le voici. Vous savez, cet homme imposant, cet homme qui, de par sa robustesse, englobait en lui tous les pionniers qui l'avaient précédé. Vous savez, quand on pense aux coureurs des bois, quand on pense aux bûcherons, on dit qu'il devait avoir la stature de M. Légaré pour tenir le coup à l'époque. Et M. Légaré, pour moi, personnifiait cet homme, vous savez, avec les deux pieds bien plantés dans le sol de son pays. Nous nous sommes déjà battus, nous nous battrons encore. Avec les Anglais. Contre quiconque voudra envahir le Canada et mettre une fois de plus la patrie à feu et à sang. Et cet homme a commencé comme interprète de folklore et par la suite il est devenu écrivain, il est devenu comédien. Vous le connaissez tous, c'est le père Didas, Ovila Légaré. Bonsoir, merci infiniment. Eh oui, ça remonte loin. C'est 30 ans. 30 ans, vous voyez cela? 30 ans. J'ai pas toutes mes dents. Et quelle était la chanson qu'on vous demandait le plus à ce moment-là, M. Légaré? Ah, c'était... il y en avait plusieurs, évidemment. C'était des chansons. J'avais puisé mon répertoire chez mes parents, c'est-à-dire mes vieux parents. Mon grand-père, ma grand-mère. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai participé en 1922, d'abord, à des soirées de famille où on ne chantait que du folklore. Alors, j'avais l'intention de vous chanter ce soir « Brasse ton petit sac de blé ». Mon revenant de la jolie Rochelle, mon revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré trois jolies demoiselles, Bertha, Ligondaine, Skawin, Saint-Awan, brasse ton petit sac de blé. C'est une race de gens qui est après s'éteindre. C'est un petit peu comme nos braves paysans, là, je veux dire, qui ont élevé des enfants, comme mon grand-père, par exemple, qui a élevé une famille de 19 vivants sur une petite terre de roche, là, tu sais. Leur vie, c'était le travail. Puis pour Ovila aussi, je pense, c'était ça aussi. Sa vie, c'était le travail, c'était de chanter. Puis je suis sûr qu'il n'a pas fait fortune avec son métier. Ovila. Il le faisait par amour, comme des grands comédiens l'ont fait, je veux dire. Pour eux autres, c'était se donner. C'est un bonhomme qui n'a jamais regardé pour se donner. Il ne regardait jamais les heures de travail. Je veux dire, il arrivait longtemps avant qu'on commence l'émission. Puis, il ne regardait pas autant, comme disait Yves. On ne regarde pas autant. On regarde aux résultats. Le caractère est encore pire que le mien. Je n'ai pas la patience de ma mère, moi. Un avertissement. Prenez-le comme vous voudrez. Écoute, ma fille. Tu veux pas me dire où elle est? Tu peux au moins me dire quand est-ce qu'elle vient là. Le tout, je suis son patron. Les deux noms qui me viennent, là j'ai des frissons, là. Quand on me parle du signe du lion, les deux noms qui me viennent, c'est Ovila et Dune. Et ça, c'est très inscrit, là, tu sais. Il y avait une force, donc, qui se dégageait de cette personne-là. Une force de caractère, même. Qui était pourtant très doux, mais puis très élégant. Je dirais qu'il y avait une élégance naturelle aussi. Il n'y a rien de fabriqué chez lui, il n'y avait rien de fabriqué.
Je me rappelle, chez nous, on avait des disques d'Ovilla-les-Garés, on les avait tous. Et puis, ça côtoyait la musique populaire d'époque, la musique américaine. Ah, le temps des fêtes n'est pas comme dans mon temps. Dans mon temps, tous les soirs, on allait danser chez les uns, chez les autres. Qui ne pouvait pas aimer cet homme, qui ne jouait pas l'artiste du tout, et qui était ce qu'on appelle l'homme de la rue. Mais tu sais, Ovilla, c'est un créneau aussi. Moi, je dirais, au niveau de son répertoire, c'est la chanson à répondre un peu commerciale, les standards. Saluez vos compagnies, les points pareils de mort, et demi-tour à gauche. À sa naissance, dans le quartier Saint-Henri, le 21 juillet 1901, ses parents, Albert Légaré et Albina Legault, lui donnent un prénom aux consonances mythiques, Ovilus. Plus tard, à l'école, on simplifie et notre costaud devient Ovilla. Chez les Légaré, la chanson fait partie du quotidien, de telle sorte qu'au départ, le répertoire de l'aîné, Ovilla, est le même que celui de ses frères Georges et Gérard et de sa sœur Laurentia. Officiellement, il monte sur les planches pour la première fois à l'Académie Saint-Paul, l'école primaire qu'il fréquente, coin Saint-Denis et Beaubien. Quand mes parents sont venus voir jouer ça, mon père, il dit, tu feras jamais un acteur de ta vie. Parce que je n'avais pas pu faire mon rôle. J'étais tellement gêné, tellement... Franchement, je n'ai pas pu sortir 2 mots des 3 répliques que j'avais à dire. Et puis, en 1915, au mois de février exactement, c'était la catastrophe chez nous. Mon père devait 2 ou 3 mois de loyer. C'était pas énorme à ce moment-là. Il payait, je crois, une douzaine de dollars par mois de loyer. Alors, on est venu saisir chez nous. C'était réellement une catastrophe. Mon père s'est retourné du côté de mon grand-père. Il était sur une ferme, alors c'était plus facile de recevoir ses enfants. Et puis ses petits-enfants, nous étions 4 à ce moment-là, parce que ma mère a eu 13 enfants, mais nous sommes restés 4. À l'adolescence, lorsque le goût du théâtre ressurgit, Ovilla vit chez ses grands-parents près de Drummondville. C'est là, au Théâtre Royal, qu'il devient jeune premier, tout en travaillant comme typographe. Je me souviens que la première chose que j'ai faite, il y avait une pièce de René Blin des Cormiers, là, qui s'appelait le Homard et les plaideurs, pardon. Et tout ce que je faisais, je jouais le greffier. Et par moments, je criais « Silence !» à l'audience. « Silence !» Alors, ils ont trouvé que j'avais fait mon silence avec tellement de brio que la fois suivante, on m'a donné un petit rôle. À 17 ans, il loue une petite chambre au cœur de Montréal et se joint aux gens de théâtre qui font le circuit amateur. Pour gagner sa vie, il apprend par correspondance à peindre des enseignes, un métier qu'il pratique pour les magasins à rayons, notamment chez Steele's. Mais à 24 ans, il s'éprend de la jeune actrice Jeannette de Guire, de son vrai nom Emilia. Il se marie le 23 février 1925. Je l'ai rencontré, on s'est rencontrés à l'école de Réforme. Ouais. Ah, c'est Nazaire qui parle là aussi au Villa. Hey, là, peut vous le dire. Elle est dans la salle. Madame les... Pourquoi? Elle a honte, elle est gênée. Pourquoi? À l'école de Réforme. Et oui, on jouait ensemble. Vous jouiez ensemble avant le mariage. Une pièce par mois. On était comédiens tous les deux, hein, puis on jouait une pièce par mois à l'école de Réforme. Il était grand, très sérieux. Très sérieux. Beau garçon, mais il est encore plus beau aujourd'hui. C'était un gars style un peu campagnard, même s'il n'était pas de campagne, mais c'était un gars du terroir. Et elle lui a donné, il l'a forcé à devenir plus soigné, plus soigné dans son langage, mais aussi plus soigné dans sa façon de manger. Enfin, des petites choses comme ça. Mais des petites choses qui ont toute leur importance, parce que sa personnalité en a gagné là-dessus. Puis c'est grâce à elle. Elle avait des nerfs d'acier, absolument. C'était, j'aime autant pas qualifier exactement ce que c'était pas une petite dictature un peu. Là. Puis lui qui était bonasse, hein,
Alors, se plier à ça, pour avoir la paix, de toute façon, il était prêt à n'importe quoi pour avoir la paix. Alors, c'est ça. Disons que c'était deux caractères complètement différents, mais qu'elle lui a... elle l'a aidé dans sa carrière. Il n'y a aucune erreur là-dessus, c'est sûr et certain. En se mariant, Jeannette et Ovilla s'étaient promis de fonder une famille et pour ce faire, d'abandonner le théâtre et ses incertitudes. Mais en 1927, le maître d'œuvre des soirées canadiennes, Conrad Gauthier, fait tourner les vents en offrant à Ovilla le rôle de l'homme fort, Joe Monferrand. Du saucisson, puis de la salade, y en a qui aiment ça s'en rendre malade, mais pour manger de la soupe au bois, les Canadiens sont... Et puis, ça m'a valu mon premier disque. Il y avait Roméo Baudry qui était directeur du Star Gannett, les disques Star Gannett. Il était venu à la soirée. Il m'avait entendu chanter 2 chansons de folklore à la fin de la veillée. Il m'a dit, tu vas me chanter ça, toi? Il dit, tu vas me chanter ça sur disque? Il dit, ça va marcher, ça. Dans le tas, les Canadiens sont un peu là. Oh, oh, les Canadiens sont un peu là. Quand je suis allé enregistrer, comme Juliette Béliveau avait enregistré avant moi. C'était pas grande, elle n'a jamais été d'ailleurs. Alors, il avait mis le micro à sa portée. Et moi, comme je mesurais 6 pieds, j'ai été obligé de chanter mes 2 chansons, les genoux pliés. C'est très dur, très fatigant. Si mon moi ne voulait danser, si mon moi ne voulait danser, un ceinturon je lui donnerai, un ceinturon je lui donnerai. Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin non là, tu n'entends pas mon moulin marcher. J'aimais la voix d'Ovilla Légaré, oui. C'était c'était un petit peu de la voix des gens qu'on entendait dans les églises. À une certaine époque, il y avait un certain vibrato dans sa voix. Je veux dire, puis c'est un bonhomme, comme je te disais, qu'il y avait le rythme, mais des fois, il sautait des tempos. Ben, c'est peut-être qu'il avait été tellement habitué, lui, à travailler avec un musicien ou pas de musicien, comme je te dis, à une certaine époque. Ces chanteurs-là, probablement qu'au tout début, Ovilla Légaré faisait presque tout a cappella, ces chansons-là, dans des soirées partout. Il n'avait pas le temps de traîner des musiciens avec eux autres. Puis Ovilla, je vois pas d'instrument musical. À ma connaissance, peut-être qu'il en jouait, mais je ne l'ai jamais vu s'accorder lui-même. Fait que les 3/4 du temps, c'était en tapant du pied ou en tapant des mains qui s'accompagnaient dans des soirées, ces gens-là. Tout à coup, il y a un monsieur bourgeois, je crois, qui représentait la compagnie Columbia, qui vient me voir à la maison. Il dit, M. Légaré, dit, vous faites des disques de folklore, ça m'intéresse. Ça vous intéresserait pas de venir à New York et d'y enregistrer 5 disques, 10 chansons? Ben, j'ai dit, ça dépend. Il dit, on donne 30 $, toutes les dépenses payées. Alors, figurez-vous, à cette époque-là, aller à New York, tout frais payé, puis aller gagner 150 $, ça valait la peine. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. En 1937, je crois, j'ai su par un périodique de Paris que Marie Dubas avait commencé à chanter une de ces chansons-là. Et puis, il y avait une critique là-dedans, je ne dis pas ça pour me glorifier, mais elle disait que Marie Dubas n'avait pas le brio d'Ovilla Légaré pour chanter cette chanson-là aux femmes. Ça me faisait quand même plaisir de voir que les Françaises s'occupaient un peu de moi. C'est encore aux soirées canadiennes de Conrad Gauthier qu'Ovilla Légaré rencontre Mary Travers, cette remarquable dame Bolduc, avec laquelle il a enregistré du duo savoureux. Mademoiselle, dites-moi donc, si c'est du coton, mademoiselle, dites-moi donc, si c'est du coton qui est à votre Et vous
monsieur, mais dites-moi donc, si c'est des cordons au pied d'un bretelle, et vous, monsieur, mais dites-moi donc, si c'est des cordons qui viennent vos pantalons. Elle l'accompagne au studio pour accompagner et M. Regnault Baudry, le directeur, l'a remarqué. Et puis le soir, au monument, il manquait de chanterie. C'est Maturité. Et puis elle a enregistré ses premiers disques. Monsieur Légaré était là d'introduire chez l'étiquette Star. Tout au long de sa carrière, Ovila Légaré sera un pilier de CKAC, un poste de radio dont il a été un des pionniers dès 1928 en travaillant pour la brasserie Frontenac. Il faisait des promotions en fin de semaine, il louait des salles, surtout des manèges militaires, et puis on y chantait du folklore. Ils invitaient tout le monde de la région, gratuitement. Ils leur donnaient une bouteille de bière, une grosse bouteille, et puis on les intéressait avec du folklore. Et voici une chanson de Rouet, mon père n'avait fille que moi, je le mène bien, mon dévidoir. Mon père n'avait fille que moi, je le mène bien, mon dévidoir. Mon père n'avait fille que moi, je le mène bien, mon dévidoir. Encore sur la mer, il m'envoie, je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon dévidoir. Je le mène bien, je le mène au doigt. Du fait qu'il se promenait partout, il faisait des tournées partout à travers le Québec, il rencontrait plein de gens partout. Et les gens s'adressaient à lui, comme on me l'a fait aussi pendant un certain temps, on me le fait moins maintenant. Mais pendant un certain temps, les gens arrivaient avec des chansons du coin, du terroir. Et puis lui, il prenait bonne note de ça. Il choisissait des chansons qui n'étaient pas faciles. Il y avait des chansons avec beaucoup de paroles, puis son choix de chansons était différent des autres folkloristes de l'époque. Tu sais, je veux dire, exemple, la Brec, à cette époque-là, il faisait des chansons de Vigneault, de Léveillé, de mes chansons à moi aussi. Puis il était assez restreint dans le choix de ses chansons. Ovila se donnait à peine de fouiller, puis il trouvait des vieilles chansons. Des vieilles chansons qu'on faisait à cappella à l'époque, tu sais. Des vraies chansons de gars de bois, des chansons de cultivateurs de l'époque. Des chansons qui se servaient surtout dans leur travail. Les gens, quand ils travaillaient, ils chantaient, ça leur donnait une autre façon de se stimuler, de chercher de l'énergie quelque part. Puis Ovila avait le don d'arriver avec des chansons qu'on n'avait jamais entendues nulle part. Des vieilles chansons bretonnes, des vieilles chansons normandes, avec des accents de vieux français, là, tu sais. Puis il adorait ce qu'il faisait, Ovila. Ça paraissait à part ça qu'il aimait ça, ces chansons-là. Elle est en 15 brins, ma ceinture de laine, elle est en 15 brins, ma ceinture de laine. Mais la chanson que je veux te parler, c'est la chanson du communiste, qui est une chanson qui a probablement enregistrée après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est vraiment un reflet du macartisme américain, mais au Québec. Puis, il y a quelque part, il y avait une... Ça fait que moi, j'en conclus qu'Ovila, c'était aussi un chanteur politique, mais c'était pas d'un politisme nationaliste, c'était un politique vraiment d'époque en fonction de... Je vais te faire le refrain, c'est « Le communiste, propagandiste de la doctrine d'un tas de farceurs qui en Russie s'engraisse et se répète en buvant la sueur des bons travailleurs. » Particulier comme esprit. Tu sais, Ovila, c'est un mot de cas, d'après ce que j'en ai connu, c'était quelqu'un de très, très polyvalent, puis qui essayait toutes sortes d'affaires. C'est le communiste, propagandiste de la doctrine d'un tas de farceurs qui en Russie s'engraisse et se repaisse en buvant la sueur des beaux travailleurs. Ovila, c'est sûr que c'est un acteur. Ovila, c'est un chanteur-acteur. Ça, il n'y a pas le père Bouchon, puis Barça, puis... c'était un conteur aussi, puis pour être conteur, pour être comédien, tu peux pas t'en sortir. En 1932, l'auteur Robert Choquette lui confie d'ailleurs des personnages aux voix sépulcrales dans sa série Le Vieux Raconteur. Puis le prolifique Henri Daiglin le repêche pour sa série Ovide et Cyprien, mettant en vedette un Marseillais et un Québécois pur laine.
Ovila jouait à lui tout seul, je pense, 6 ou 7 personnages, avec des voix différentes. Et c'est là, je crois... C'est là qu'est né Nazaire et Barnabé. Alors vas-y, on ne peut pas en avoir 2 ou 3 des voix différentes. Mais écoute, on ne peut pas toujours sauter. C'est là que j'ai commencé à faire des voix différentes dans le même programme. J'ai joué jusqu'à des Polonais là-dedans, des Japonais. Et puis, j'ai commencé à parler, à prendre l'accent marseillais. C'est Desglin qui me l'a appris. Dans la tradition des artistes populaires du temps, Ovila devient auteur. Bonjour, j'ai été demandé par la Pointe-Saint-Charles pour aller jouer au collège là-bas. On m'a demandé, M. Légaré, combien nous demanderiez-vous pour venir jouer une pièce de théâtre? Ben, j'ai dit, des pièces de théâtre, j'en ai pas. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Ben, on aimerait une pièce canadienne. Bon, ben, j'ai dit, j'ai mon ami Rousseau, qui en a une. Je téléphone à Rousseau. Je lui demande, donc, comment me demanderais-tu pour jouer ta pièce à Pointe-Saint-Charles? Alors, il fait un prix, mais un prix exorbitant. À ce moment-là, on ne pouvait pas payer les artistes très cher. Alors, j'entends toujours ma femme qui me dit, si t'es pas plus bête que lui, fais-toi-en donc une pièce. Il écrit 5 pièces de théâtre qui seront présentées en tournée durant 22 ans. Le Mouton Noir, créé en 1935, sera joué 268 fois. Dans les rôles féminins, Blanche Gauthier et Jeannette Deguire sont toujours en tête d'affiche. Ovila Légaré, à la fois auteur, metteur en scène et comédien, est devenu producteur et organisateur de troupes. Il mène une véritable entreprise. À la même époque, Robert Choquette crée un rôle légendaire, aujourd'hui indissociable du comédien Ovila Légaré, qui l'a aussi campé au cinéma. Le curé du village est d'abord diffusé sur les ondes de CKAC de 1935 à 1938 et à Radio-Canada de 1949 à 1955. Le comédien Légaré n'étouffe en rien la carrière du chanteur qui reçoit les vedettes du disque à l'émission Chantons en chœur, diffusée à CKAC et à CHRC à Québec. La première a lieu le 14 octobre 1936. Ce qui était drôle, c'est qu'on répétait les textes dans l'après-midi et puis je donnais quelque chose de drôle à dire à Jean Lalonde, mais lui, il ne comprenait pas. À la répétition, il ne comprenait pas le drôle qu'il y avait là-dedans. Puis le soir, quand il venait pour jouer, le texte, il partait à rire. Il avait de la difficulté à le donner parce qu'il riait trop. Malurette demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère lui répondit, ma fille, une anguille, ce serait si bon. Une anguille, ça fortille, un oignon, c'est trop rond. Pour remède, un oignon, c'est trop rond. Pour remède à mon talon, un oignon, c'est trop rond. Pour remède à mon talon. Il ne résiste pas à la tentation de monter une revue avec les super vedettes du temps, ses amis du théâtre. Il est au bord du gouffre quand un promoteur vient à sa rescousse. J'avais intitulé ma revue « Il fait beau » et... Alors, il faisait pas si beau que ça, puisque j'avais perdu tant d'argent. Alors, il dit, écoutez, il dit à Joliette, on a l'aréna qui contient 4000 sièges. Si vous voulez, il dit, on va jouer 50-50. Vous allez venir jouer ça, votre revue, il fait beau et... Il dit, voyez-vous, 4000 personnes, 50-50, ça va vous donner à peu près 2000 piastres. Il dit, ça a du bon sens. Seulement, j'ai dit non. Non. Savez-vous, j'aime mieux un taux fixe, sûr. Ah, c'est comme vous voudrez. Alors, je lui ai fait un montant après avoir calculé tout ce que ça allait me coûter pour donner des cachets suffisants à mes artistes. Et puis, gardant quelque chose pour moi aussi. Puis, il y avait le transport des décors, etc. Alors, bon, ben, j'ai dit, on va jouer pour ça. Je crois que ça montait à 500 quelques piastres, pas plus. On s'en va jouer là. Il y avait 4000 personnes payantes à $1.
j'aurais eu de approcher 2000 pièces probablement, parce qu'il y avait la taxe à ce moment-là aussi, mais qu'importe. Au lieu de 500, j'aurais eu au moins 1500, au moins. J'ai dit à Fred Barré, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Fred, il dit, fais-toi-en pas, Villa. Il dit, si tu avais pris ça à 50-50, il dit, il y aurait peut-être plus. Il n'y aurait pas eu de monde. Mais Légaré n'allait pas tarder à frapper un bon filon. De janvier 1939 à mai 1958, les auditeurs de CHLP et de CKAC allaient suivre les incroyables péripéties d'une foule de personnages incarnés par seulement 2 acteurs, Georges Bouvier et Ovila Légaré. Tout a commencé par un personnage de niaiseux qu'Ovila avait créé pour renouveler les prestations de son ami Bouvier dans les émissions de Robert Choquette. Ce niaiseux, qui s'appelait Fulgence, est le grand frère de toute la famille de Nazaire et Barnabé, écho québécois des Américains Amos and Andy. Un soir, Casimir était chez Tanis, puis Tanis, il faut vous dire que c'est lui qui lavait le linge de toute la communauté. Tu sais, un paresseux, mais il lavait le linge, et puis il est trop paresseux pour faire autre chose. Alors, Tanis était là un soir, à la Brunante. Il était assis depuis une secousse. À un moment donné, il regarde dehors et dit, « Tanis, soda, hey, mon linge est étendu dehors, je crois bien? » Ouais, il était étendu dehors. Là, lui, qu'il est en la chose. « Mais oui, mais il dit, écoute, va le chercher. Il va tout se mouiller. » Comment il va se mouiller? Il peut pas se mouiller. Je l'ai mouillé aujourd'hui, puis je l'ai étendu. Le moins que je l'ai étendu pour le faire sécher demain. Ben oui, oui, mais soda, il commence à mouiller. Oh, t'es pas sûr, là, toi? Ben oui, mais va vers, je te dis qu'il bouille. Ben, arrête un peu. Je vais faire rentrer le chien. Ben, verrai bien s'il est trempe, là, lui, qui est trempe. Oh, ça a duré 10 ans? Il y avait l'heure du chapelet, puis il y avait Ovila Légaré, qui réunissait le public de toute la province. Amos and Andy, moi, quand j'étais tout petit gars, mon père ne manquait jamais cette émission-là. Puis il a dit, bon, il n'est pas plus fou que les autres, hein, pas plus fou que les Américains. Puis il s'est trouvé Georges Bouvier. Georges Bouvier n'y croyait pas au début. Puis il a dit, Georges, t'es capable de le faire. Je te jure que t'es capable de le faire. Alors, il a produit quelques textes, et puis ça n'a pas été long. Hein. Georges est embarqué dans le mouvement, puis ils ne sont jamais débarqués de ça. Ils l'ont fait sur scène, pas à la télévision, parce que ça commençait déjà à être trop défraîchi. D'ailleurs, c'était pas écrit pour la télévision, c'était vraiment écrit, c'était radiophonique. En 1944, Ovila Légaré remonte sur les planches du Monument national dans un autre rôle colossal qui allait le suivre. Avec l'équipe de Pierre Dagenet, il joue le César de Marcel Pagnol dans Marius. J'ai bien aimé jouer ça. C'était un des plus beaux moments de ma carrière, ça. Là, j'étais catalogué. Un Marseillais et puis un curé, c'était moi. Alors, ils avaient besoin d'un curé dans le Père Chopin. Ils m'ont demandé, j'ai été le jouer. Il y a Un homme et son péché aussi que j'ai joué. J'ai joué le Père Laloge dans Un homme et son péché, dans le film. J'ai jamais joué dans le programme. Très tôt, les Légarés s'intéressent au cinéma et Ovila s'équipe d'une caméra Bolex pour tourner des films muets. En 1945, avec les jeunes élèves de Madame Audet, il tourne dans son sous-sol une tragicomédie mettant en scène un médecin de poupée, le docteur Rissin. Il est auteur, réalisateur et producteur. Quant à l'acteur, on le retrouve dans toutes les distributions du cinéma québécois naissant, incluant le film I Confess qu'Alfred Hitchcock tourne dans la ville de Québec en 1953. Le tournage de son film fétiche, Le curé du village, débute le 19 juillet 1949 et Jeannette se faufile dans la scène d'ouverture. Bonjour, le curé. Marguerite, j'apprends que votre sœur Angèle a décidé d'aller travailler à Montréal. Quand on sent. Si vous connaissiez quelqu'un qui pourrait voir à elle durant que c'est à Montréal. Les garçons de la ville, vous comprenez, hein? J'y penserai. Vous me l'enverrez quand elle sera sur son départ. Hein? Ah, ça sera pas avant moi, monsieur curé. Un bon cigare, monsieur Martel? Quoi? Prenez un cigare, monsieur Martel. Leblanc, mon nom. J'ai dit Leblanc. Voyons donc, mon ami.
Siméon Castonguay m'a mis dans le secret avant de mourir il y a 1 an. Vous ne saviez pas, alors vous avez pensé que j'avalerais vos petits mensonges. D'après votre beau-père, vous en aviez encore pour 3 ans dans ce pénitencier américain. À moins de parole. Libéré sur parole. Ouais. Dans ce cas-là, c'est la police qui ira vous chercher votre fille. Non, faites pas ça. Ensuite, en 52, j'ai joué Le Rossignol et les cloches. Un film canadien, celui-là, pour permettre au petit Barbeau, qui avait une voix admirable, de faire un film comme on a fait dernièrement également pour Le Petit Simard. Tiens, je t'en mets un, pas plus. Et après, tu t'en iras. La vie vient lentement, la nuit vient lentement, on pourrait plus. Laisse-moi bien, vous pourrez voir le cœur tout palpitant au clair de lune. À l'horizon, leur chanson, soudain va s'évanouir, mille étincelles. Les esprits sont éveillés, sans bien vite au loin, attirent-le. Ovilla-Légaré connaissait bien les rouages du commanditaire, ainsi que ceux de la propagande. Durant des années, l'auteur de la chanson « Le communiste » met son talent au service de l'Union nationale. Les extraits suivants sont tirés de 2 films produits en 1956 pour mousser l'électrification rurale et la réforme de la loi électorale. Pliez comme ça, et me le rapportez. Lequel est le meilleur, vous pensez? Ah, ça, mademoiselle, je peux pas vous le dire. Ah, vous les connaissez pas, ni l'un ni l'autre? C'est pas ça, mais la loi nous défend de nommer qui que ce soit, d'influencer un votant. Personne ici peut vous le dire. C'est embêtant, ça. Vous n'avez pas leur portrait ici, hein? Parce que je voudrais voter pour un bel homme. Mon Dieu. Pourvu que tout soit prêt quand ils arriveront. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Avec toutes vos patentes électriques dans la cuisine. C'est pas pire que tes patentes dans ton étable. On peut dire que Roger et Thérèse ont laissé la terre au mauvais moment. Je les comprends. Avant d'avoir l'électricité, c'est pas drôle pour des jeunesses de s'établir sur une terre. Il y avait une admiration sans borne pour René Lévesque. Ça, c'est officiel. D'ailleurs, ici, il est allé le suivre un peu partout. C'est un gars, d'ailleurs, dans le temps de la grève des artistes, si vous vous rappelez, René Lévesque a joué un rôle, je dirais pas un rôle prépondérant, mais il a joué quand même un rôle important. Et puis, à ce moment-là, ben, on l'a connu un peu plus. Et puis, oui, c'était un gars... En politique, mon père, avant, là, ce renversement-là, là, disons, d'idée, c'est qu'il était Union nationale au coton, puis c'était Duplessis à mort. En juillet 1951, Ovilla commence à écrire une autre série qui est entrée dans l'histoire. Il s'agit des aventures de la petite Zézette, dont Jeannette de Guire incarne la mère. La série restera en ondes à CKVL jusqu'en 1963, soit durant 12 ans. Est-il besoin de le présenter? Depuis près de 40 ans, sa bonhomie éclaire nos scènes, notre radio et nos écrans. Ovilla-Légaré. Tout naturellement, Ovilla-Légaré est réquisitionné par la télévision naissante qui en fait le chef de famille canadien-français par excellence. C'est à la radio que naît Le Survenant de Germaine Guévremont en 1953. Survenant! Mais dès 1954, L'étranger et Le Père Didas ont des visages qui restent. Le visage? Ah, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je voulais te parler. Parler, ça engage à rien. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je le sais déjà. Oh non, tu sais pas tout. Le matin, j'ai été faire un tour jusqu'au bout de ma terre. C'est bien trop grand pour moi, ça. La pièce de sarrasin que t'as ensemencée, là, c'est à toi, grand Dieu des routes.
Non, Bergerac. Donne, un peu de dents. C'est toi. Je suis prêt à passer sur le notaire. Un jour, il faudra bien que tu t'établisses en quelque part, autant que ce soit au final du moins. Et si Angélina revient, tu ne trouveras jamais de meilleure femme. Bergerac. Allez-vous en. Il faut que je te dise. T'inquiète pas, ça a porté cette lettre-là pour vous. Ah ben, moi, mes lunettes. Aimeriez-vous à ce que je vienne essayer de l'ouvrir? Le malheur. À force de partager le quotidien du père Didas, la comédienne Suzanne Langlois devient une douce complice de son partenaire, Ovila Légaré. Hé, suis-moi les dents, là. Les mots denses, on dirait. Virginie. Mais à Fonzine revient la palme. Et la gagnante, ma bru, du Schneiderman, Suzanne Langlois. Oui, je sais très bien de la liaison. Ils s'étaient connus sur le plateau du Survenant. Ça n'a pas fait de remous dans le public. Tout le monde a respecté cette chose-là. On aimait Ovila Légaré. Et puis, c'est Suzanne qui m'en a parlé, qui avait apprécié énormément la façon, l'accueil de la famille, puisqu'ils ne l'ont pas rejeté loin de là. Le matin des funérailles, ils l'ont invité dans la limousine familiale. Tu cries, t'es pareil comme moi, tu fais pareil comme moi. Quand j'aurai fini de te parler, la première chose que tu feras, ça sera passer la porte. On l'espère tous dans la maison. Ce sera la dernière fois qu'on te verra. La seule chose qui existera entre toi et moi, c'est l'emprunt d'argent que tu n'as pas été capable de respecter. Chaque fois que tu feras comme hier, que tu ne rencontreras pas tes obligations, j'irai, moi, à la Caisse populaire les rencontrer à ta place. Oh, pas parce que je te considère encore comme mon garçon. Non, ça c'est fini. Personne pas moi. Mais ça sera parce qu'un jour, j'ai fait la folie de t'endosser, d'avoir confiance en toi. Parce que jeune, j'ai appris à être honnête, à respecter mes obligations. Parce que t'es un sans-parole, puis t'as pas de cœur. C'est tout. C'est fini. On ne peut rien se dire. 12 ans plus tard, Ovila reprendra son rôle dans Un simple soldat de Marcel Dubé sur scène à la Nouvelle Compagnie théâtrale, mais l'année du téléthéâtre en 1957, il entre aussi dans l'équipe de La Pension Welder, une autre œuvre du fidèle et inépuisable Robert Choquette. Ah bon? Comment va bon? Ah, rien, c'est correct. T'as dit ce qu'il fallait dire. Mais moi, je vais le dire encore mieux. J'avais l'intention d'attendre au dessert, mais... Pourquoi tout de suite comme ça maintenant? Pour mieux répandre la bonne humeur. Oh, ma tante a raison, mon oncle. Raison ou non, j'ai le goût de parler. Surtout qu'Élise est là. Non? Vous ne ferez pas languir. Je sens que ça aurait été tellement mieux après le repas. Ce que je veux dire, c'est que pour vous remercier de la joie que vous nous préparez pour le mois de décembre, ma chère Élise, je me sens porté à être généreux. Hé, ça promet. Qu'est-ce que tu penses, mon père? Je me sens généreux jusqu'à vous offrir en cadeau un de mes cottages. Oh, monsieur Latour. Oh, mais c'est pas Mais tu es sérieux? Je veux pas vous l'imposer. Bon, écoute, franchement, Mais comment donc? Et toi, Oh, quand ça paye de faire des cadeaux. 1961. La pension Welder n'est plus. Mais Ovila Légaré relève un défi formidable en créant le rôle de Jérémy Martin dans l'audacieuse série de Françoise Loranger Sous le signe du lion. Hey, un vieux lion. C'est dans le rôle d'Annette, la mère de Martine, que Charlotte Boisjoli apprend à connaître le lion lui-même. Je le connaissais surtout comme chanteur, folkloriste.
Il faisait des chansons extraordinaires. C'est lui qui a aidé, enfin, qui a permis au folklore de continuer de vivre. Je me souviens qu'il chantait une chanson, entre autres, Marine, Madeleine, tombe, tes jupons de laine, ta petite jupe carottée, tombe, tes jupons piqués. Mais sa voix extraordinaire, sa voix de basse chantante, une forte nature à part ça. Et ce qui est dommage, c'est que vers la fin des enregistrements, il est devenu très malade. Il y avait de l'arthrite et souvent il y avait des scènes de violence avec Martine, qui était jouée par Dean Mousseau, et il fallait qu'il la mate physiquement, là, puis il la forçait à se mettre à genoux devant lui pour demander pardon, des trucs comme ça. Et elle était obligée de faire semblant qu'il lui faisait mal parce qu'il ne pouvait absolument pas serrer. Oh, je vous en prie, regardez-moi pas comme ça. Je t'aime, Annette. Moi aussi, je vous aime. Pourquoi est-ce que je vous le dirai pas une dernière fois? La dernière fois. Non, non. C'est pas la dernière fois. À partir de maintenant, on aura le droit de se le dire tous les jours. Et à la face du monde, tout lui disait. Écoute-moi. Annette, veux-tu être ma femme? Hein? Je pensais jamais que j'y arriverais un jour. Moi non plus. Depuis que j'ai décidé ça, je me sens redevenir un autre homme. Un homme soulagé de tout ce qu'il a souffert de la vie. Un homme qui aurait atteint son but. C'est comme si tout ce qui s'est passé entre nous depuis 20 ans était arrivé seulement pour qu'aujourd'hui je puisse te dire, Annette, veux-tu être ma femme? Il y avait tout pour le rôle. Il y avait absolument tout. La force, l'autorité, le côté frustre, parce qu'il n'a jamais parlé français, lui. Hein. Il n'a jamais eu besoin de se mettre la bouche en chemin d'œuf, comme disait ma mère, pour être poli. Il parlait comme il parlait dans la vie, alors il fallait quelqu'un comme ça. Et moi, je peux pas vous épouser, M. Martin. Il n'y avait jamais besoin qu'on le repêche. On en a connu qui avaient des maladies de mémoire graves, là, tu sais, on a connu des célèbres. Mais lui, pas du tout. Hein. Ça lui venait facilement. Mais il y avait, comme je te dis, il y avait quand même cette expérience de mémorisation, parce qu'il a fait tellement de théâtre de boulevard, de théâtre même de vaudeville, je crois, et de chansons, de folklore. Il y en a qui avaient des refrains très difficiles à mémoriser dans nos chansons de folklore. Et il avait une habitude de ça. En direct, le 27 octobre 1963, Ovila Légaré reprend à la télévision le rôle de César à l'occasion de la semaine de l'exposition française à Montréal. Deux jeunes acteurs passionnés qui se passionneront l'un pour l'autre incarnent Marius et Fanny. Robert Gadois et Daniel Odera. Et c'était un homme charmant, très charmant, j'avais remarqué, avec les dames. Il était surtout, il arrivait en répétition, il disait bonjour à chacun d'entre nous. Il parlait souvent avec Clairette et moi, et il me disait, tu comprends, petite, je travaille mon accent. Avec vous deux, je travaille mon accent. Et aussitôt qu'il avait parlé, conversé avec chacun, amicalement, il se retirait. Et je me rappelle d'un homme très concentré sur ce qu'il devait faire. Tout ça est peut-être pas difficile à arranger. Eh bien, César, tâchez moyen de vite l'arranger, parce que si ma petite elle continue à pleurer toutes les nuits comme ça, eh bien, moi, je mets le feu à votre baraque, bon, hein? Doucement, doucement, Norine, je vais lui parler. Dites, il la refuse. Nous allons l'entendre et lui demanderons pourquoi. Bon, c'est entendu. Alors, on trinque. On trinque. Il avait la stature, hein. Il avait la stature pour jouer César, mais sûrement qu'il devait toujours penser à l'ombre de Rému. Et ça, c'était pas rien. Hein.
Écoute, Marius, tu ne connais pas encore bien les femmes. Moi, je vais te les expliquer. Les femmes, c'est fier, c'est délicat. On a beau ne rien leur dire, ça voit tout, ça comprend tout, ça devine tout. Hier, au commencement, quand cette petite t'a parlé de votre mariage, c'était pour voir la tête que tu ferais. Mais toi, comment tu n'es pas pressé, tu as dû lui offrir, sans t'en rendre compte, un mour de 10 pans de long. Alors t'es, par fierté, elle barre la tête. Elle dit, je suis trop jeune, nous avons bien le temps. Mais je suis sûr que si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle serait à l'église avant le bateau. Tu as peut-être raison. Pas peut-être, j'ai raison. Bon, bah, alors je vais lui en parler. Et Ovila Légaré avait joué Marius 20 ans auparavant à la scène. Il jouait également le rôle de César. Et je me souviens qu'une fois, il a dit à Clairette et moi, vous comprenez, le théâtre à la scène a connu un grand succès, une grande popularité. Et là, je porte le même rôle à l'écran. Donc, il ne faut pas que je sois en dessous, il ne faut pas que je me trompe. C'est la maladie. La toute dernière scène, c'est Monsieur Légaré et moi-même qui l'avions. Alors après 2 heures de théâtre intense, de dialogue intense, qui oscillait continuellement entre la bonne humeur et le drame, je me souviens qu'il m'a dit à la toute fin, il m'a dit, tu sais petite, tu vas tomber évanouie dans mes bras et je dois te porter jusqu'au lit. Alors il m'a dit, tu sais, après 2 heures, moi je suis pas une jeunesse comme toi. Alors il m'avait dit, essaie de te faire légère. Fanny! Fanny! Marius! Apporte-moi le rhum! Marius! Les grands rôles dramatiques s'enchaînent et son titre de titan du spectacle entre dans la légende. Au théâtre, en 1968, on le retrouve au TNM dans Pygmalion. Au tournant des années 70, le folklore a perdu un peu de sa popularité, mais dans le milieu, on ne se prive pas de faire des clins d'œil à Papa Ovila et à ses classiques. Le père est pas avaricieux de ses traites, l'un n'attend pas l'autre, puis les verres sont pleins. Ça arrive pas tous les jours le temps des fêtes, et puis faut bien se mouiller le canaillin. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Quant à la télé, les derniers souvenirs sont liés au grand-père de Quelle famille, la série de Jeannette Bertrand. À 77 ans, le 19 février 1978, Ovila Légaré fait son dernier salut. À ses funérailles, l'église de Saint-Nicolas d'Onsic est bondée d'artistes, d'amis. Dans les rues, la foule fait une haie d'honneur aux folkloristes, aux comédiens, aux héros populaires. Il est rangé là, comme si ça avait été un roi, là, qui saluait, puis les gens, les vieux personnages là, qui avaient les larmes aux yeux, puis qui disaient « Bonjour, tata ». Ça, là, quand tu penses à ça, aujourd'hui, j'en ai... Oui. En revenant de la jolie Rochelle, en revenant de la jolie Rochelle, Je vous laisse dire ce que M. Hitchcock pense de vous. Oh, ben mon Dieu. Il Il m'a dit tout simplement, il m'a pas dit que j'étais un grand comédien, il m'a pas dit que j'avais beaucoup de talent, mais il m'a dit tout simplement, il m'a regardé dans les yeux et dit, Mr. Légaré, you're human. Vous êtes humain. Ben ça m'a fait plus plaisir que s'il m'avait dit, vous êtes le plus grand comédien. Je suis vraiment pris, parce que j'ai toujours essayé d'être humain.
À Biographie, demain 20h, rencontrez Jacques Normand.